à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'oxygénothérapie de l'adulte au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë. Les objectifs pédagogiques abordés correspondent à l'item 359 tel que traité dans le référentiel du collège, à savoir connaître les premiers gestes chez l'adulte présentant une inhalation de corps étranger, connaître les modalités d'oxygénation initiale, connaître les différents moyens de prise en charge d'un patient en insuffisance respiratoire aiguë et savoir orienter ce patient en détresse respiratoire aiguë pour un geste spécialisé. Voici nos liens d'intérêt. Et le plan abordé sera d'abord de mettre en œuvre les premières mesures chez un patient en détresse respiratoire aiguë, de mettre en œuvre l'oxygénothérapie initiale. Nous traiterons ensuite des autres moyens d'assistance respiratoire, puis nous discuterons des indications de gestes très spécifiques tels que la laryngoscopie, la bronchoscopie, la trachéotomie. Avant tout, il faut toujours parler des premières mesures à mettre en œuvre. Et en médecine d'urgence comme en réanimation, le traitement symptomatique initial a une importance majeure sur le maintien des fonctions vitales. 3 mesures générales essentielles doivent être abordées. Il faut en premier lieu toujours appeler au secours et passer les bons messages afin de ne pas se retrouver seul face à une détresse respiratoire aiguë. En deuxième lieu, il faudra toujours envisager de sécuriser les lieux, même si dans le cas de la détresse respiratoire aiguë, cette sécurisation des lieux est plus rarement nécessaire. Et puis, il faudra bien entendu toujours conditionner le patient, à savoir le mettre en bonne position en fonction de la situation rencontrée. Alors, l'inhalation de corps étranger se diagnostique de façon relativement simple selon la triade diagnostique ingestion, toux et étouffement, et dès le diagnostic de cette ingestion, il faudra toujours distinguer les deux situations que sont l'obstruction partielle ou l'obstruction grave et complète, car le traitement à mettre en œuvre sera différent. Dans le cas de l'obstruction grave ou complète, il faut toujours commencer par tenter de mobiliser ce corps étranger par des vibrations franches sur le dos du patient, qu'il soit un adulte ou un jeune enfant. En cas d'inefficacité de cette mobilisation du corps étranger, on réalisera alors la manœuvre d'Heimlich selon les gestes qui vous ont été enseignés en cours de secourisme. Comme nous l'avons déjà abordé, le traitement symptomatique initial est essentiel devant toute détresse respiratoire aiguë. Il faudra avant tout libérer les voies aériennes. Une fois ces voies aériennes libérées, nous démarrerons l'oxygénothérapie en urgence, puis nous vérifierons la disponibilité d'une voie veineuse de bon calibre et nous réaliserons un certain nombre de gestes symptomatiques adaptés à la situation et en particulier, nous vérifierons le bon positionnement du patient. La mise en œuvre de l'oxygénothérapie initiale chez l'adulte sera abordée par la suite. Elle reste relativement simple et bien standardisée. Sur le plan physiologique, l'oxygénation tissulaire est dépendante de la ventilation alvéolaire. Cette ventilation alvéolaire est une fonction dépendante du volume courant, qui est habituellement une constante, et de la fréquence respiratoire, qui est variable et qui va correspondre à la variable d'ajustement et le mécanisme d'adaptation physiologique. Au cours de la détresse respiratoire hypoxémique, le premier mécanisme compensateur mis en œuvre par l'organisme sera une augmentation de la fréquence respiratoire afin de compenser cette baisse de la PaO2. Et en l'absence d'atteinte parenchymateuse préalable, c'est-à-dire en l'absence d'insuffisance respiratoire chronique, l'hypercapnie ne surviendra quant à elle qu'au stade de l'épuisement respiratoire et de la baisse du volume courant. À la phase initiale de la détresse respiratoire aiguë, l'oxygène sera administré dans la grande majorité des cas à haut débit par le biais d'un masque à haute concentration. Ceci sera effectué y compris chez le patient BPCO. Puis dès la stabilisation de la SpO2, le débit d'oxygène sera titré rapidement afin de maintenir cette valeur de la saturation pulsée en oxygène dans la cible envisagée. Après la mise en route de l'oxygénothérapie à la phase initiale, ce débit d'oxygène sera donc assez rapidement adapté en fonction de la zone cible de SpO2 choisie pour le patient.
Cette zone cible se situe pour la grande majorité des patients entre 90 et 96%. Plus faible chez les patients BPCO, plutôt entre 88 et 92%, et légèrement plus haute chez les patients hypoxémiques purs. Ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que lorsque le patient se situe au-dessus de cette zone cible, il n'est pas nécessaire de démarrer de l'oxygénothérapie, et lorsque le patient est au-dessus de 96% de saturation, par exemple, on doit arrêter l'administration d'oxygène additionnel. Les différentes modalités d'administration de l'oxygène sont relativement simples. Nous l'avons vu à la phase initiale, nous démarrerons par de l'oxygène au masque à haute concentration, qui permet d'administrer des fractions inspirées en oxygène modéré à élevé, toujours par le biais d'un débit d'oxygène supérieur à 6 litres. Il ne devra pas être utilisé pour les plus faibles débits. Puis, pour les débits plus faibles, une fois que nous aurons débuté notre titration en fonction de la saturation pulsée en oxygène, nous pourrons utiliser soit les lunettes à oxygène, soit les masques à oxygène simple. Le principe général de fonctionnement du masque à haute concentration est plutôt simple. À l'inspiration du patient, le patient va donc inhaler à la fois le débit d'oxygène administré directement par le tuyau d'arrivée d'oxygène, plus le contenu du sac de réserve. La valve inspiratoire s'ouvre et la valve expiratoire se ferme. À l'expiration, la valve inspiratoire se ferme, le sac se gonfle avec le débit d'oxygène mural et le patient expire tranquillement par les valves expiratoires. Ce sac se gonfle et constituera la réserve suivante pour l'inspiration à venir. Lorsque les mesures traditionnelles d'oxygénation seront insuffisantes, le réanimateur devra envisager d'autres méthodes d'assistance respiratoire, en particulier l'oxygène à haut débit nasal, la ventilation non invasive ou encore la ventilation invasive sur sonde. La première technique utilisable devant une détresse respiratoire aiguë au cours de laquelle l'oxygénothérapie simple ne suffit pas est l'oxygénothérapie nasale à haut débit. L'oxygénothérapie nasale à haut débit est une technique en plein essor qui doit être réservée à la réanimation et qui a en particulier été extrêmement utilisée lors de l'épidémie de Covid. Nous pouvons administrer aux patients des débits de gaz allant de 10 à 70 litres minute, avec une fraction en oxygène réglable entre de l'air pur, 21%, jusqu'à de l'oxygène pur à 100%. Ces indications principales sont l'hypoxémie sévère ou encore la préoxygénation du patient avant son intubation. Le grand avantage de l'oxygénothérapie nasale à haut débit est que c'est une technique plutôt confortable, que l'interface est non occlusive. Un des désavantages de la technique est que le débit de gaz frais est élevé et peut générer des inconforts ou encore générer du bruit. La deuxième technique pouvant être mise en œuvre lorsque l'oxygénothérapie ne suffit plus est bien entendu la ventilation non invasive. La ventilation non invasive permet d'administrer une assistance respiratoire à débit variable, avec une fraction inspirée réglable complètement entre 21 et 100%. Ses indications principales sont les détresses respiratoires aiguës hypercapniques, et en particulier l'édème aigu pulmonaire cardiogénique à la phase tardive, ou encore l'exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est également une technique qui est parfois mise en œuvre pour la préoxygénation des patients avant leur intubation. Les avantages de la ventilation non invasive sont qu'elle permet une pression positive parfaitement ajustée aux besoins du patient. Le désavantage principal de la ventilation non invasive est qu'il s'agit d'une interface occlusive, en particulier avec un certain nombre d'inconforts. Et bien entendu, la dernière technique pouvant être proposée lorsque l'oxygénothérapie simple ne suffit plus est la ventilation mécanique invasive sur sonde d'intubation. Là encore une fois, le débit de gaz administré au patient sera variable, la fraction inspirée en oxygène est totalement ajustable entre 21 et 100%, et les indications de l'intubation et de la ventilation invasive sont les détresses respiratoires aiguës persistantes malgré la mise en route de toutes les autres techniques précédentes, l'arrêt cardio-respiratoire, l'état de choc, le coma ou encore l'échec de la ventilation non invasive avec survenue d'un épuisement respiratoire.
Les avantages de la ventilation invasive sont que la pression est positive et sera ajustée en fonction des besoins du patient et en particulier de sa ventilation alvéolaire. Les désavantages sont qu'il s'agit d'un dispositif invasif avec des complications particulières. Et le deuxième désavantage est qu'il s'agit d'une interface occlusive avec ses propres complications. Quelles sont les indications de quelques gestes très spécifiques comme la laryngoscopie, la bronchoscopie ou la trachéotomie? Les principales indications de la laryngoscopie sont bien entendu de réaliser une intubation, donc de mettre le patient sous ventilation mécanique invasive ou de passer un obstacle laryngé spécifique. Les indications de la bronchoscopie sont particulières, le corps étranger endobronchique, l'aspiration des sécrétions bronchiques ou les prélèvements à visée bactériologique comme le lavage broncho-alvéolaire. Elle pourra également être utilisée dans quelques cas spécifiques d'intubation difficile. La trachéotomie, à savoir l'abord invasif de la trachée au travers de la peau du cou, est réalisée dans le cas spécifique d'un obstacle sur les voies aériennes supérieures ou encore dans les cas de sevrage de la ventilation mécanique. Quels sont les principaux messages à retenir? Avant tout que les premières mesures à mettre en œuvre sont essentielles. Ensuite que l'oxygénothérapie initiale devra être réalisée dans tous les cas au masque à haute concentration, à haut débit, puis ce débit sera très rapidement ajusté en fonction de la saturation pulsée en oxygène cible. Les autres moyens d'assistance respiratoire nécessitent dans tous les cas la surveillance en milieu de soins critiques, USC ou réanimation, qu'il s'agisse du haut débit nasal, de la ventilation non invasive ou de la ventilation mécanique invasive. Les gestes spécifiques comme la laryngoscopie, la bronchoscopie, la trachéotomie sont des gestes exclusivement réalisés par un médecin senior dans un cadre sécurisé.